Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, on est lundi le 29 janvier 2024, j'espère que vous allez bien. C'est fort. Salut, bonjour Stéphanie. Salut Benoît. Ça va? Es-tu aveuglé? Oui, là, écoute... Pas par ma présence. Oui. Tellement brillante, tellement fluorescente. On va parler d'un nouveau concept, là, le préfabriqué, pour peut-être une solution à la crise du logement. On va faire ça plus tard. Et aussi Airbnb, un dossier oublié sur lequel on va revenir parce qu'il y a encore des problèmes avec Airbnb. Ce n'est pas réglé et pas sûr que vous soyez toujours en sécurité quand vous louez un Airbnb. Attendez, je vais m'attacher pour avoir l'air de l'allure un peu. Là. Sérieux? Quand même. Ajoute un peu de sérieux. Ouais. Non, mais j'ai le chef du Parti québécois avec moi, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, que je vais mettre bien un peu. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Pour avoir l'air d'un pouilleux, d'un tout nu. Hey, dis donc, vous avez survécu à cette Gazette Corner Booth sans avoir été dépeint comme le chef de la Gestapo. Pas pire quand même, bravo. Non, mais au contraire, c'était vraiment le fun. C'est un exercice... j'ai trouvé que la conversation était intelligente, constructive. Puis évidemment, c'est un format qui donne de l'espace pour des nuances, pour des explications. Donc moi, en fait, j'aimerais ça le refaire. Minutes, hein? 52 minutes, mais 52 vraies bonnes minutes d'échanges très honnêtes, dans le détail, avec des précisions que tu as le temps d'apporter. Donc un format que je vais répéter parce que vraiment, je suis ressorti de là heureux d'avoir eu cette occasion-là. Je me suis dit, c'est surprenant même que ça n'ait pas été fait avant. Sérieusement, là, ce qui ressort de ça dans l'article du Montreal Gazette de M. Saint-Pierre Plamondon, c'est que l'essentiel, vos parents ont voté non en 95. Ça, c'est bien important parce que ça fait de vous moins crinqué que ce dont on avait peur. Oui, mais c'est aussi ce que j'ai défendu durant le podcast en question, de dire, il n'y a pas de « obviously ». Les anglophones sont contre l'indépendance. Il n'y a rien d'évident. Ouais. On est Québécois. Je parle de rapatrier 82 milliards de revenus qu'on envoie à Ottawa et de envoyer des sommes qui présentement sont utilisées à gonfler la fonction publique fédérale qui a augmenté de 40% ses effectifs depuis Trudeau. Envoyer ça en service direct à la population. Anglo-franco, je veux dire, on est tous dans la même société, on a tous cet intérêt à voir comment on peut penser les choses différemment pour régler des vrais problèmes comme un système de santé, un système d'éducation, plusieurs services qui craquent de partout. J'ai trouvé que j'avais eu de l'écoute, des questions qui étaient de bonne foi. Si je peux au moins avoir de l'écoute, je trouve que c'est déjà ça. C'est une chance de passer. Leslie Chesterman, Bill Brownstein, puis Aaron Rand, vous n'étiez pas en terrain amical. Là. Vous n'étiez pas... mais en même temps, ils ont été gentils. très équitables. Très équitables. Puis, ils ont de vraies bonnes questions au nom des anglophones. Et c'est normal et nécessaire qu'il y ait des voix qui portent des inquiétudes qui existent chez les Québécois anglophones. C'est normal que je me rende disponible. Les avez je sais pas, mais moi, j'ai bien aimé ça, puis je suis pas mal sûr qu'on va refaire l'exercice. Ouais. L'affaire bizarre, là, on va passer à l'autre sujet, là, mais l'affaire bizarre, c'est que vous étiez tous les trois habillés pareil. Hein? Je pense que vous êtes un anglo au fond de vous. En fait, je suis anglophile. Hein? Je suis un chef du Parti québécois qui a beaucoup d'intérêt pour l'histoire de l'Angleterre, le rôle des Vikings, des Angles et des Saxes dans l'histoire de l'Angleterre, les institutions, comment ça nous a... Mais en même temps, j'ai cette fascination-là pour la Scandinavie, d'autres pays, et à travers tous ces voyages-là, je me suis dit que c'était un peu fou que le Québec, dans sa différence, n'existe pas à l'international. Ouais. Plus on voyage, plus on aime les autres pays, plus on a le goût que le Québec devienne un pays, puis existe à part entière. Donc, c'est un peu ça que je leur communique. Puis c'est à refaire. Sérieusement, avez-vous... Parce que j'ai regardé la série Viking, vous me dites ça, là, puis j'étais fasciné. Là. Tu sais, c'est fascinant. C'est très, très intéressant, la série Viking. Dans l'histoire des peuples, là, c'est aussi fascinant. Et avez-vous l'impression que vous avez peut-être percé un peu, tu sais, parce qu'il faisait... Brownstein avait l'honnêteté de parler de René Lévesque en bien,
comme quoi il avait tendu la main à la communauté anglophone. Avez-vous l'impression que vous avez réussi ça, là, de faire une brèche là, dans cette vision qui est tout le temps... Écoutez, vous lisez le Montreal Gazette, là, vous savez ce qu'ils disent de nous, les francophones? Ben, c'est les commentaires en ligne qui sont particulièrement durs à lire sous les publications de The Gazette, mais est-ce que j'ai réussi quoi que ce soit? De mon point de vue, c'est plus une responsabilité. Avec des sondages qu'on connaît maintenant, puis avec le projet de société qu'on porte, moi, c'est plus par responsabilité. Je ne sais pas si le fait de faire cet exercice-là m'apporte des votes. Plusieurs me diraient probablement non. Mais pour moi, c'est discuter avec des Québécois qui ont des questions, des préoccupations. Et plus tu as ce genre de discussion, de pont de communication, meilleures sont tes chances d'arriver avec un plan de match qui est compris de tout le monde, avec des politiques publiques qui tiennent la route. J'ai d'ailleurs défendu la CAQ d'une certaine manière. Une question, c'était... La CAQ en veut aux anglophones. Vous, allez-vous être pareil? Puis je leur ai dit, c'est pas tant que la CAQ, à mon avis, en veut aux anglophones, au contraire. Mais la CAQ est définitivement brouillon. La CAQ est définitivement manque de préparation et a tendance à prendre le sondage du jour et lancer des choses comme un spaghetti contre un mur. Et là, ben, pour les anglophones, ça peut créer des remous puis soulever des questions, même une certaine panique. Donc, c'est le genre d'exercice, un genre de dialogue qui permet de se comprendre davantage, mais je le fais plus par sens du devoir, puis volonté que les Québécois anglophones soient Québécois à part entière, que par probabilité ou par sondage futur. Ça, on le contrôle pas, on le sait pas du tout. Mais il va falloir qu'ils en reviennent là, de la langue et l'indépendance, parce que là, l'entrevue, M. Saint-Pierre Plamondon, c'est encore une fois, vous vous en prenez à Pat Patrouille, puis vous êtes un être infâme. Non, mais l'écran, là, les écrans... Okay, je sais pas, ça fait combien de fois je suis pris avec la patte patrouille dans ma carrière politique. C'est une anomalie. La patte patrouille revient dans les médias aux 6 mois, puis c'est toujours moi. Vous seriez quel chien, vous, dans Patte Patrouille? Oui, c'est ça finit comme ça. Non, Identité, à quel chien vous identifiez-vous? Oui, lequel? Non, mais en fait, peut-être le sujet revient parce que il y avait un très, très bon point soulevé durant la discussion, à savoir que le plus gros défi pour l'avenir du français et la culture québécoise ne se situe probablement pas dans la réglementation, mais dans la planification de la culture en français. Si tu n'as pas de culture francophone, puis vraiment on se fait écraser par un tsunami de culture anglo-américaine, il y a un moment donné, tu peux réglementer puis surréglementer. La langue, c'est une culture, c'est une âme. Donc, le jour où c'est réduit à une simple technologie qui peut être substituée par l'anglais, ça devient très fragile. Donc, c'est pour ça que le programme du Parti québécois, ça sera le cas en 2026, insiste beaucoup sur à quel point on investit en culture, d'une part pour rassembler les gens, mais aussi pour que le français, on l'ait dans le cœur, là, on le vive comme une culture. Et c'est ce qu'on voit avec les jeunes générations, sont très exposés à YouTube, Netflix, qui est une forme de déracinement culturel, étant donné que c'est... Mais attention quand même, là, parce que moi, j'ai des ados là, de 12-14 ans, et la première fois de ma vie, je vois ça, j'en ai eu, c'est mes quatrièmes, là, c'est que c'est pas juste la culture américaine, il y a la culture française aussi, là, qui à travers les écrans, sur TikTok, puis exact. Qui influence là, la culture. Mais ce qui est clair, et dans ce que vous dites, ce que vous dénoncez, puis Linda Pagani, Université de Montréal, le dit depuis longtemps aussi, une prof, c'est que pour la santé mentale, pour la santé physique, pour la culture, il n'y a rien de bon là, dans l'abus du temps écran. Ah non, moi je le vois, j'en parle avec des amis, mais les données sont vraiment... Quand tes ados pèsent 15 livres en moyenne de plus que dans les années 80, que ton taux d'embonpoint chez les adolescents, c'est 30%, puis que simultanément, au niveau de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de la santé mentale, la proportion de jeunes qui ont ces troubles-là est en train de doubler sur une période de seulement 6 ans. Même chose pour le TDAH, c'est passé de 13% à 23%. Il y a un moment donné, il faut comprendre
à quel point ce sujet-là, il est sérieux parce que 95% de nos adolescents respectent pas les recommandations en temps d'écran. Ça veut dire, par exemple, qu'une adolescente en moyenne au Québec passe 4 heures par jour sur les médias sociaux. Il y a un déficit déjà qu'on de le sait, santé. les adolescentes abandonnent les sports à cause des changements de leur corps. Puis Donc, sédentarité. Ouais. Sédentarité, troubles du sommeil, anxiété, faible Ouais. estime de soi. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Puis est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'ils soient à l'urgence pour réfléchir tous ensemble à une société qui se libère de cette dépendance aux écrans? De la même manière que dans les années 80, il y a des gens courageux qui ont énoncé le projet d'avoir une société sans fumée où on n'a pas le cancer des poumons parce que le voisin nous fume au visage dans les lieux publics à tous les jours. Au début, ça a été mal reçu par certains, puis aujourd'hui, c'est une évidence. Et regardez les statistiques. Là, non, mais attendez, je vous suis dans votre exemple là, sur la fumée, là, sur la cigarette. Les adultes sont mal placés pour faire la leçon aux ados. Là. Je me souviens, Mme Pagani était venue en entrevue pour parler des nouveaux pots de chambre pour les bébés là, d'1 an, quand ils apprennent à faire leurs besoins. Et il y avait une installation pour mettre l'iPad. Les parents qui amènent les enfants dans les voitures puis qui leur passent des films, parce qu'ils sont braves de leur dire... À 4 ans et demi, à 4 ans et demi, M. Dutrisac, à 4 ans et demi, la moyenne au Québec, c'est 15 heures d'écran par semaine. Donc, c'est pour ça que j'en fais un sujet prioritaire. Je sais que c'est un sujet qui semble sortir de nulle part pour la session parlementaire compte tenu de la privatisation partielle d'Hydro-Québec qui est sur la table, compte tenu de la crise du logement, de toutes sortes d'autres sujets. Ah ouais. Mais il faut prendre la mesure de ce qui se passe et au moins dire à ceux qui ont des connaissances, aidez-nous à bonifier, aidez-nous à mettre de la pression pour que le gouvernement y ait d'actions concrètes, au moins minimalement dans les écoles primaires, les CPE, etc. Mais pour interdire? Mais oui, ma fille ne devrait pas avoir de 30 minutes de télévision à la maternelle. Non. En su du temps d'écran qu'elle obtiendra à la maison si on n'est pas les parents idéaux. Et je ne blâme pas les parents, là, je vis les... Non, c'est ça, je vis la même pression que les autres parents. Je ne blâme pas les autres parents, mais comment est-ce qu'on peut s'aider? Comment est-ce qu'on peut s'outiller? Comment est-ce que l'école peut donner l'exemple minimalement pour pas qu'on hypothèque nos jeunes comme on le fait en ce moment? Mais le fait de partir la discussion va nous amener quelque part. Mais tu sais, je fais un bout de temps, je dis en classe, là, les profs là, qui mettent des films alors qu'on peut regarder un film sur notre téléphone aujourd'hui, au lieu d'organiser des débats, des quiz, des jeux, ils mettent un film. Là, à un moment donné, comme parents, aussi, là, nous autres, on peut aussi s'asseoir avec nos enfants et jouer avec nos enfants. Mme Pagani m'avait dit, moi, à un âge très jeune, les enfants jouaient aux cartes avec eux. Aux cartes, là, c'est apprendre à gagner. On ne le fait plus rien de ça. On ne le fait plus, puis il y a certaines études qui suggèrent que même le nourrisson, si on est devant notre téléphone pendant qu'on l'allaite, les enfants en bas âge qui demandent de l'attention, puis nous, on est arrivé au téléphone, ils le vivent, ça a des conséquences sur leur développement. Donc, c'est vraiment un chantier, là, ça ressemble, c'est pour ça que je fais le parallèle à la cigarette, c'est quand on a énoncé la nécessité pour éviter les cancers d'arrêter de fumer dans les lieux publics. Au début, ça semblait être une montagne insurmontable parce que tout le monde fumait partout. Mais force est de constater que c'était une question de santé assez sérieuse, puis on y est arrivé. Puis sans forcer personne ou moraliser personne, il faut au moins que l'État donne l'exemple dans les écoles, les CPE. Mais c'est il faut informer minimalement. C'est plus insidieux qu'un cancer des poumons. C'est plus insidieux qu'un cancer de la bouche. Tu sais, je sais pas, là, mais les diagnostics et les problèmes de comportement dans les écoles, je pense qu'il y a un lien avec le temps écran. L'incapacité de se faire rejeter, de négocier avec autrui, avec être humain, je pense que c'est une conséquence. La créativité, ça nuit si on est toujours stimulé par l'écran. L'anxiété, ça cause une anxiété chronique chez des enfants. Puis qu'est-ce qu'on fait après? On les médicamente. Si vous avez des amis pharmaciens, posez-leur la question, quelle est la tangente en ce moment au niveau des jeunes? On les médicamente. Ça se peut pas que ce soit ça qu'on veuille pour la prochaine génération, pour nos enfants. Il s'agit de se serrer les coudes puis d'en parler ouvertement. Je suis convaincu qu'on peut s'améliorer substantiellement. Quand vous parlez de M. Saint-Pierre Plamondon de santé publique, là on parle du docteur Luc Boileau. Est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce que vous avez une réaction de sa part? Parce que moi, j'ai, parenthèse, là, Christian Boivin, le père de Mathis Boivin, vous vous souvenez, le petit gars de 15 ans qui est mort, il pensait avoir pris de l'Oxycontin, puis il est mort dans son sommeil, une surdose.
C'est un petit gars qui a fait une expérience. Boileau, ça aussi, c'est la santé publique, là. Les surdoses, le danger de ces cochonneries-là. Est-ce que Luc Boileau a peut-être une vision un peu fermée là, de ce qu'est le rôle de la santé publique? Je vais essayer de peser mes mots. Je pense pas qu'on est dans une époque, puis pas juste au Québec, là, regardez en Occident, on n'est pas à une époque qui mise sur la prévention. On est à une époque où il y a une réponse politique aux urgences. Puis, tu sais, par exemple, la CAQ a fait quelque chose. En 2021, ils ont lancé une politique nationale, ils ont investi 5,5 millions. Mais quand on regarde les actions concrètes, c'est assez timide, c'est mince. Puis prenez plein d'autres sujets. On a tendance comme société à attendre qu'une crise soit absolument aiguë et incontrôlable pour faire des annonces ponctuelles, un peu une méthode de plaster. Est-ce qu'on vraiment, comme société, on mise sur la prévention puis on réussit? Regardez les données là, sur la santé mentale, l'obésité des enfants, parce que ça fait 10, 15 ans que cette tendance-là existe. Donc, à l'évidence, non, on n'arrive pas à faire un bon travail de prévention. Peut-être parce que, politiquement, la prévention, moi je le sais, là, à l'usage, parler de prévention en politique, c'est pas mal moins payant que de parler du sujet du jour et utiliser des mots les plus provoquants possibles pour faire parler de soi. Puis malheureusement, ça a des conséquences concrètes. Je pense qu'on est en train de revenir à une politique plus réfléchie. Puis, vu que c'est nos jeunes, j'ai l'impression qu'on peut facilement mobiliser. D'ailleurs, j'ai eu plein de courriels, de messages privés de la part de médecins, de spécialistes, de parents qui veulent aider. Donc, ça, c'est un sujet qui me semble assez grave. Les gens le ressentent, le vivent. Sans blâmer personne, on peut se serrer les coudes puis y arriver. Et si ce n'est que pour réduire le nombre d'influenceurs et d'influenceuses... Non, c'est correct. C'est beau. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette sortie-là? Là? Où est-ce que... J'ai essayé de trouver où est-ce que ça s'en allait, cette affaire-là. Non, mais savez-vous où ça s'en va? C'est une culture de faiseux qui disent créer du contenu, qui n'en créent pas, qui surfent sur l'apparence, sur la bullshit, sur le produit commandité pour dire que je fais une excursion dans un festival de musique, mais qui est là pour plugger Coke. Oui, mais en politique, c'est devenu ça. Justin Trudeau a commencé la vague Trudeau en montrant ses bas cool puis en faisant des trucs sur Instagram. Ouais. Puis, regardez, là, il y a eu vraiment une époque où c'était très mince sur le plan du contenu. C'était vraiment axé sur les médias sociaux et l'image. Est-ce que ça a changé? Comme tout abus, comme toute dérive, moi, je crois qu'il y a toujours un retour de balancier. Oubliez pas... C'est pour ça que j'aborde le sujet de front. Là. Il y a un moment donné, comme société, on se dit ça va faire. Et ça vient aussi avec des changements de style que moi, je veux incarner dans le domaine politique, comme dans les domaines des influenceurs. Toute chose absurde finit par se corriger si on est de bonne foi, le moindrement. Là, je pense qu'on est capable de faire ça. N'oubliez pas la vidéo de Jack Meeting là, sur sa planche à chanter du Fleetwood Mac. Non, il y avait des politiciens qui se lançaient dans l'eau glacée, qui faisaient des pirouettes. Ça, je pense qu'on est allé le plus loin qu'on pouvait, puis c'est en train de se corriger. Et ça permet des discussions comme nos jeunes vont pas bien, est-ce qu'on peut s'en occuper, s'il vous plaît? Justement, travailler sur des affaires par rapport à notre avenir et non pas par rapport à l'immédiat sur Instagram. Sont quelle couleur vos chaussettes? Non, on s'en fout. Mais... sont noirs et en laine. Ah, ça doit être noirs brun. et en laine. Ouais, vous êtes plate, vous. Quand même. C'est ça. Vous êtes plate. Vous n'êtes pas comme Justin Trudeau. Noirs, avec des clowns, avec des ballons, avec des pirouettes. Non, je suis pas le genre d'investir mon temps de réflexion à me dire comment est-ce que mes bas pourraient m'aider. Bon, je me suis jamais rendu là. C'est bon, c'est important. Je suis content que vous fassiez cette sortie-là sur les temps écrans. Il y a plusieurs parents qui vous appuient, je vous le dis, là, puis c'est un problème de santé publique. Et il est temps que Luc Boileau... Profitez-en pour inviter des experts. Là. Le sujet, là, il peut être approprié. C'est ça, allez-y, parce qu'on va entendre des gens qui ont réfléchi à ça, travaillé là-dessus pendant des décennies, et qui vont être plus précis. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir les détails, mais... J'ai la prétention d'exercer un... Dans votre message, il y a des chiffres, il y a des données, puis ça, c'est intéressant. C'est pas juste une impression, c'est pas juste une opinion. C'est basé sur des faits, puis là, il faut s'y attarder. Ouais. Le livre de Pierre Lavoie, là-dessus est très utile, Jean-François Harvey. Très bien plugué. Il faut que ça bouge. C'est très bien fait. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci. Bonne chance. À une prochaine.